Donc Vinciane est psychologue à La Fontaine depuis très longtemps et depuis 2009, elle coordonne le projet Précarité Santé Mentale. Le service La Fontaine, c'est un service de première ligne qui accompagne les personnes habitant de la rue. Donc voilà, je lui cède la parole pour qu'elle puisse un peu nous présenter son travail. Merci. Donc je suis psychologue au service La Fontaine, qui est un service socio-sanitaire pour les personnes sans abri. Donc concrètement, les personnes sans abri peuvent venir chez nous pour prendre une douche, laver leurs vêtements. Mes collègues sont infirmiers aussi, donc ils peuvent recevoir des soins infirmiers. Il y a aussi une cafétéria et donc il y a aussi pédicure, coiffure, etc. Il y a un peu tout ce qu'il faut pour qu'ils se prennent soin d'eux. Pour le projet en soi, le but c'est de favoriser l'accès aux soins en santé mentale, donc c'est un but assez vaste, mais voilà, je vous explique un petit peu plus en détail. Alors l'origine du projet, en fait, le projet date de 2010 et en fait c'est suite à des constats au niveau du réseau social, etc., qu'il y avait de plus en plus de personnes avec des problématiques de santé mentale assez variées, de léger à grave, psychiatrique, etc., qui étaient dans nos services et qui zonaient dans nos services ou qui en tout cas arrivaient tout d'un coup, et donc on s'est dit comment faire pour que ces personnes puissent accéder à des soins ou réintégrer un service sur la quelconque, etc. Donc voilà pourquoi le projet est né. Et donc du coup, toutes ces problématiques de santé mentale avaient vraiment un impact sur leur parcours de vie, et donc on s'est dit voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Et du coup, ma collègue Mireille, qui est le psychiatre qui m'a fait faux aujourd'hui, je vais essayer de pouvoir expliquer un petit peu au mieux cette dia. Donc vient chez nous 2 fois par semaine, de matinée. Donc j'ai une collègue qui est infirmière aussi pour le projet, et puis il y a moi. Et donc tous ensemble on essaye d'essayer de mettre en place ce projet, c'est-à-dire on va essayer d'aller à la rencontre des personnes dans notre service et d'essayer de détecter un peu des personnes qui ont des problématiques de santé mentale au sens large. Un exemple, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'entretien et de soutien très régulièrement, et donc je vais les recevoir régulièrement dans mon bureau. En parenthèse, c'est pas la psychothérapie que je fais, je ne compte pas prendre la place des psychologues qui font ça dans les services santé mentale. Ou alors il y a des personnes avec des problématiques plus flagrantes, plus claires, etc. Donc voilà, le but c'est d'aller vers eux, d'apprendre un petit peu à les connaître, et voilà. Ensuite, dans les grandes lignes, on essaie de les aider et de leur permettre d'accéder à des soins. Voilà. Et une troisième chose, on essaie de travailler beaucoup aussi avec le réseau, de travailler les collaborations. Donc on est quand même quelques-uns dans la salle, et donc c'est important de travailler tous ensemble. C'est vrai que le projet, il se fait au niveau de La Fontaine, mais on n'est pas tout seul à aider les gens. Le plus possible, on essaie d'aller vers les collègues et d'orienter les gens vers les collègues et vers les services adéquats. Donc on ne se veut pas du tout être un circuit parallèle et rajouter un psychologue et un psychiatre sur le CV de la personne, qui est des fois déjà pas mal d'antécédents. Donc le but c'est vraiment de réorienter le plus possible. Et la continuité, on essaie vraiment de veiller à ce qu'il y ait une continuité du projet. Par projet, je vous expliquerai plus tard aussi, ça peut être très light aussi parfois, mais en tout cas tout ce qu'on veut c'est que la personne évolue et que ça ait du sens pour elle et que ça évolue positivement. Donc en gros, quel est le public que l'on reçoit chez nous? Il manque un peu quelque chose, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de personnes psychotiques, ça représente quand même 30% du public que nous on rencontre, en tout cas dans notre service. Les dépendants, ça représente environ 50%, c'est alcool, mais aussi les drogues. Beaucoup de troubles cognitifs, que ce soit de l'ordre des démences Korsakoff ou plutôt des démences genre Alzheimer, des choses comme ça. Et alors, je pourrais peut-être avoir mon papier à côté parce que je pense que ma collègue a rajouté plein de choses que je n'ai pas. Voilà, c'est ma collègue. Donc beaucoup de personnes qui sont très déstructurées, désorganisées, etc. Parfois, mais ça arrive quand même de temps en temps, des personnes qui ont vraiment régressé à des comportements assez basiques, qui ont des moyens de communication très basiques aussi, qui ne parlent pas, donc ça, ce sont des points qui peuvent arriver dans leur service. Donc du coup, un des buts du projet, c'est vraiment d'essayer de regagner leur confiance, de les apprivoiser aussi, parce que certains sont tellement loin de la régression que des fois c'est simplement prendre le temps pendant des semaines de discuter avec eux ou de rentrer en relation avec eux. Beaucoup de personnes aussi méfiantes, ça peut être aussi l'évitement pathologique par rapport au personnel soignant en général, etc.
Je regarde aussi ce qu'elle avait rajouté. Oui, aussi parfois aussi des personnes qui ont des troubles de comportement associés ou pas avec un handicap. Et ça, c'est vrai que c'est un peu les diagnostics un peu compliqués pour le réseau, donc on n'a jamais de place pour quelque part, il n'y a pas de service vraiment spécifique pour ce genre de problématique-là. Et alors aussi, globalement, beaucoup de personnes anosognostiques, donc ils ne se rendent pas du tout compte de leurs troubles. Et donc, une partie du travail aussi sera un peu créer une demande aussi chez ces personnes-là, parce qu'on a quand même souvent pas mal de personnes qui n'ont pas de demande classique. Et donc, je veux dire un peu plus tard aussi, mais nous, on va vraiment essayer de se baser sur une demande la plus sociale possible. Un petit exemple, quelqu'un à qui on n'arrive pas vraiment à rentrer en communication, tout d'un coup il a mal aux dents. Pour nous, en tant qu'intervenants, on va se dire chouette, on va peut-être pouvoir commencer à travailler quelque chose avec cette personne, ou trouver un médecin, un dentiste, voilà, des petites choses comme ça. Voilà. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas toujours à accéder aux soins? Il y a plusieurs facteurs, et ceux qui sont vraiment inhérents à l'usager, je vais en citer quelques-uns. C'est que des fois, l'usager il a d'autres priorités que leur santé. Ne serait-ce que pour les personnes qui consomment, ils montent à l'alcool ou la drogue plutôt que d'aller voir un médecin. Maintenant, je ne généralise pas, il y a toutes les situations, mais il y a aussi des préjugés qu'ils ont aussi face aux soignants, les petits, ça fait peur. Et en parenthèse, chez nous, dans le projet, je ne me présente jamais comme psychologue, je suis toujours d'abord vaïtienne. Et puis après, s'ils me le demandent, voilà, on ne me cache pas, je dis je suis psychologue. Et pareil pour ma collègue, le docteur Siquet, c'est d'abord Muriel. Et puis voilà, si il a besoin de savoir, la personne a besoin de savoir, en ce moment on ne le cache pas, on lui dit qui on est. Mais ça permet avant déjà de donner notre statut, d'avoir créé une petite relation, d'avoir une certaine petite confiance. Et du coup, souvent les préjugés tombent souvent à un moment donné quand on leur dit ce qu'on fait vraiment exactement. La compréhension difficile, ne serait-ce que la langue, des fois, parfois des personnes qui ne parlent pas notre langue. Encore dernièrement, j'avais une Mexicaine, mais c'était tout un périple pour essayer de communiquer avec elle, voilà. Donc la langue, mais aussi le langage, voilà, des fois on parle soit un peu de temps en temps notre jargon, mais on essaie vraiment de s'adapter à leur vocabulaire. La résignation, certaines personnes des fois sont tellement en proie à tellement de problèmes de toutes sortes que des fois ils sont résignés, n'ont plus envie de bouger. Enfin, en tout cas dans cette période-là de leur vie, ils n'ont plus envie de bouger, etc. Ou bien alors ils sont vraiment pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes et donc se sentent incapables de ravoir une vie qui correspond plus à leurs attentes, etc. Et donc des fois ils laissent un peu tomber. Donc ça peut être un obstacle aussi pour les soins. Les problèmes physiques, voilà, d'autres priorités, ils ont plus leur santé physique est plus importante, ou alors peut-être des personnes avec des problématiques physiques, une chaise roulante, etc., qui fait que c'est plus compliqué d'arriver dans nos services en général. Les problématiques judiciaires aussi qui peuvent poser problème aussi. Là je me répète un peu, mais l'anosognosie, les personnes qui n'ont pas souvent de problématiques, ça il y en a quand même pas mal qui disent que tout va bien. Ils vont tout résoudre d'eux-mêmes, tout se passe bien, mais donc voilà, nous on essaie justement d'aller plus vers ces personnes-là. La déstructuration, j'ai dit tout à l'heure, vraiment des personnes qui sont désorganisées, qui ont régressé, etc. Ça j'ai dit tout à l'heure aussi. Les troubles cognitifs, les personnes qui oublient, qui nous promettent toujours « oui, mais demain ça va aller mieux, ça va aller mieux ». Oui, mais le lendemain on est toujours pareil, donc voilà, à ce moment-là on essaie de les pousser à faire quelque chose. Pousser, je vais vous expliquer un petit peu plus tard aussi. Des personnes qui sont super méfiantes aussi à l'égard de notre service, donc à ce moment-là, avec ces personnes-là, on va vraiment prendre beaucoup de temps avec eux pour vraiment gagner leur confiance et leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour les ennuyer ou pour les pousser dans un chemin ou dans un autre. Des comportements agressifs aussi, évidemment, qui empêchent les soins, des expériences antérieures négatives, une hospi qui a été mal vécue par la personne, une rencontre avec un psychiatre dans tel ou tel contexte qui fait qu'ils en ont peur. Et aussi, un des derniers en tout cas, facteurs, c'est la mobilité de nos usagers. Il y en a qui tournent de ville en ville, de service en service, et donc finalement, on n'arrive pas toujours à les canaliser dans un endroit, une ville ou un quartier, donc ça c'est un peu compliqué aussi. Voilà, pour ce qui est de l'usager, la faute n'est pas toujours aux usagers aussi, c'est à nous aussi. Donc il y a aussi des facteurs qui empêchent aussi les personnes d'accéder aux soins. Les problèmes financiers et administratifs, ils ne sont pas en ordre mutuel, ils n'ont pas de revenus, ils ne connaissent
connaissent pas, ils n'ont pas un statut Omnio par exemple, ils ne connaissent pas le tiers payant, toutes ces petites choses-là font qu'ils ne savent pas avoir accès. Enfin, là je généralise, mais enfin voilà, je ne généralise pas justement, hein, je veux dire c'est ce qui peut arriver de temps en temps, quelqu'un qui veut bien prendre des médicaments mais il n'a pas d'argent et donc du coup on essaie un peu de pallier à cette difficulté-là. Une difficulté aussi, c'est la distance entre le milieu de vie et le lieu de soins. On sait bien qu'il y a des personnes d'Henri-Chapelle, des fois il y a certaines personnes, elles veulent absolument aller là-bas, mais du coup elles n'ont pas d'argent pour aller jusqu'à Henri-Chapelle. Donc voilà, donc ça rend difficile l'accès. Parfois, autour de certaines personnes, il y a tellement d'intervenants que finalement, sans dire que nous on ne fait rien, mais je veux dire, l'impression que chacun se repose sur l'autre et que finalement il n'y a rien qui avance pour la personne. Les structures de soins qui sont aussi complexes et le fonctionnement des services qui fait qu'il y a certains critères dans certains services auxquels nos personnes, en tout cas les personnes qui arrivent dans nos services, ne correspondent pas toujours et donc ne peuvent pas accéder à tel service parce que, je n'ai pas comme ça d'exemple sous la main, mais je dis voilà, il y a des critères tellement stricts des fois qu'on ne peut pas y accéder. La PPMM, c'est la protection de la personne malade mentale, la mise en observation, comme on dit. Là, c'est ma collègue qui a mis ça, inadapté. Oui, au départ, c'est il y a quelques années, on pensait que c'était un peu inadapté. Mais finalement, avec les réunions que l'on a avec la justice de paix, etc., on trouve qu'après coup, finalement, il y a quand même beaucoup d'évolution à ce niveau-là. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le jargon médical, c'est à l'inverse, ce qui rend difficile aussi l'accès aux soins pour les personnes. Les préjugés négatifs par rapport à ce public de la part des soignants, c'est vrai que des fois les personnes qui arrivent dans nos services, ce sont des cas un peu lourds et qui prennent beaucoup de temps à l'hôpital, qui ne rentrent pas toujours dans les cases et qui enfreignent toujours un peu les règles, etc. Et donc c'est vrai que pour certains soignants, des fois, et on peut le comprendre deux fois nous aussi, quand on voit arriver des personnes comme ça, des fois c'est... Pardon. C'est waouh, encore SDF. Qu'est-ce qu'on va encore faire? Ils ont encore dépassé les limites. Enfin, voilà. Donc c'est aussi un des facteurs. Et alors, le contexte économique, c'est un peu, je ne sais pas pourquoi elle a remis ça, mais ça correspond au premier critère financier, les moyens pour accéder aux soins. Alors, notre façon de faire, on est très modeste, je veux dire, on fait un peu comme tout le monde, mais on essaie de remettre ça sur une seule et même dia. Donc avant tout, c'est la liberté de la personne. On essaye, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc notre service, c'est un service d'accueil de jour, comme je l'ai dit, douche, lessive, etc. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous rencontrons les gens. Et donc notre façon de faire, c'est vraiment d'aller s'asseoir auprès des gens, d'essayer de vraiment prôner vraiment le dialogue avec les gens, les discussions, etc. Et donc j'ai essayé de noter un petit peu quelques mots-clés comme ça qui représentent un petit peu notre façon de faire. En fait, chez nous, tout est un peu possible. On est quand même très très souple et on s'adapte vraiment à l'usager et à l'offre existante. Voilà, quelqu'un qui ne dirait pas non, moi je ne vais pas voir le médecin. Ok, pas de souci. Mais nous, évidemment, à un moment donné, quand c'est vraiment nécessaire, on va quand même garder ça à l'esprit, de l'orienter vers ce genre de personnes. Il n'y a aucune obligation pour la personne, donc il faut dire que par rapport au projet, on ne va pas lui dire « Ah bonjour monsieur, vous êtes dans notre projet ». Ça, c'est pas le genre de truc qu'on dit, ça c'est plutôt du côté de l'interne, quoi. Mais par contre, on va essayer vraiment de partir de ces difficultés, d'essayer vraiment de voir un peu qu'est-ce qui est difficile pour la personne. Et des fois, c'est des petites choses un peu bêtes, mais c'est pas grave, on part de ça et puis on essaie de lui proposer peut-être d'autres choses, de lui rouvrir un petit peu les perspectives. Ça, c'est le genre de truc, je pense qu'on essaie un peu de faire tous. Je veux dire, c'est pas que nous. Je veux dire, mais voilà, on essaye. Il n'y a pas de rendez-vous, c'est gratuit. Donc, je vais dire que nous, intervenants, c'est vraiment finalement la proactivité qui est un peu une des caractéristiques nécessaires pour le projet. C'est vraiment nous qui allons vers les gens. Maintenant, si les gens nous refusent de parler, voilà, pas de souci, on verra une prochaine fois, ils seront peut-être plus ouverts. Voilà. Les statuts. On les oublie, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas psy, on n'est pas psychiatre, c'est vraiment un échange de personne à personne, je suis Vassiane, je suis machin, et donc on essaie vraiment de créer du lien avec la personne, une certaine confiance, et en parenthèse ça aide beaucoup dans le sens où quand la personne a réaccédé des fois à un projet et finalement elle le met à mal, elle claque la porte de l'hôpital, elle claque la porte de quelque chose, ça nous arrive très souvent que les personnes reviennent frapper à notre porte. Et là on se dit c'est super génial parce qu'au moins ils savent faire appel à l'aide le jour
où éventuellement leur projet recapote un peu et donc on peut recommencer quelque chose avec eux. Tolérance au temps, la patience, comme tout le monde, nous on n'a pas vraiment de... Les gens ne sont pas hébergés chez nous, donc s'ils ne veulent rien, pour nous c'est pas grave, je veux dire, ils vont dormir à l'abri de nuit, ça c'est autre chose, mais je veux dire, on n'a pas vraiment de critères de temps. Donc on fait tranquillement les choses, ils prennent leur temps, voilà. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu redondant, mais comme j'ai dit, c'est en fait de créer une demande, ne serait-ce que très même basique, et après on leur propose des choses. Et quand je dis proposer des choses, c'est vrai, j'en ai parlé hier avec une de mes stagiaires qui me disait oui, mais en tant que psy, on ne peut pas conseiller, on ne peut pas suggérer. Oui, d'accord, ça c'est vrai, mais il y a des personnes qui sont tellement loin dans leur parcours, qui ont vraiment fort régressé, qui ne savent plus ce qu'elles peuvent faire, enfin ce que la personne peut faire. Donc nous, des fois, on suggère des choses et on se dit, faites un test et on verra. Vous allez voir, vous allez à l'hôpital quelques jours, on verra si ça se passe bien, ou une maison d'accueil. Voilà. Donc on teste. Et on essaie toujours d'être attentif alors du coup à leur désir. Donc quand on leur propose des choses, on ne va pas les pousser absolument dans un chemin ou dans un autre. On veut vraiment qu'il y ait un consentement total et éclairé et une grande transparence. Donc, c'est-à-dire que des fois on doit recourir aussi à des mesures judiciaires. Mais là aussi on va toujours leur dire, écoutez, nous on n'est pas d'accord avec vous, on va demander au juge ou au magistrat ou aux urgences de la citadelle ce qu'eux en pensent. Comme ça, nous en même temps on garde le lien à la personne. Et le mauvais rôle, malheureusement, c'est pas nous, mais ce sera le juge ou les urgences. On a aussi un rôle de médiateur, donc souvent entre les administrateurs et la personne, ou des fois avec un médecin traitant contre lequel ils sont fâchés, par exemple. Donc on leur propose, tiens, on va reprendre un petit contact téléphonique. Voilà. Le but, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de réorienter la personne. Le but, c'est pas faire du suivi à long terme chez nous. Si c'est nécessaire, on le fera, voilà. Mais le but, c'est toujours que ça ait un sens d'orienter, voilà, le plus vite possible, quoi. L'échelonnement, ce qu'on veut dire par là, c'est que, et ça j'expliquerai plus tard lors des réunions, des intervisions avec le réseau, on essaie souvent aussi d'échelonner d'avoir des stratégies d'échelonner un peu nos idées. Donc on va proposer des choses très light au début, et puis quand on voit que la personne stagne ou alors régresse ou des choses comme ça, ou alors se met en danger, ou on met en danger les autres, à ce moment-là on se dit dans X temps, si c'est toujours comme ça, à ce moment-là on va prendre telle ou telle mesure, et ça on le dit toujours à la personne aussi. On vous donne quelques semaines, 2 mois, et si vraiment c'est toujours comme ça, à ce moment-là on va demander l'avis de quelqu'un d'autre. Répartition des tâches, mais ça c'est le travailleur, je pense qu'on le fait tous. Le langage, je l'ai déjà vu tout à l'heure. Et alors les contacts réguliers, c'est vrai que c'est une part non négligeable de mon travail. C'est de contacter régulièrement les usagers qui ont encore un GSM, des fois la plus nouvelle de leur part. Des fois je leur passe un petit coup de fil, voir tiens, où êtes-vous, comment ça se passe, voilà. Parce que des fois les gens qui ne passent même plus dans nos services du tout. Et donc voilà, quand ils ont un GSM encore, on leur téléphone. Et de même quand ils sont à l'hôpital aussi, souvent on se rend compte que les gens n'ont pas de visite du tout. Plus trop de famille non plus, et donc je leur rends des petites visites, non seulement pour aussi veiller à la continuité du plan de soins aussi, pas que je fais le travail de l'hôpital, pas du tout, mais pour voir la suite, quoi. Et pour aussi que notamment dans les hôpitaux, ils se rendent compte qu'il y a des gens aussi à l'extérieur qui peuvent aider la personne, et que l'hôpital n'est pas tout seul, quoi. Et donc ça fonctionne bien aussi. Les contacts réguliers, c'est important aussi dans le sens où quand des fois on a recours à une mesure judiciaire, par exemple, il est arrivé de temps en temps qu'une personne soit très fâchée contre nos services ou le réseau qui a pris la décision de faire sa mesure. Et souvent, je vais les visiter quelques semaines après, quand ils sont un peu redescendus, qu'ils sont un peu restabilisés, de façon à un peu leur expliquer, pourquoi on a fait ça. Je leur explique, on s'est vraiment inquiété pour vous, pour telle raison, et voilà. Bon, jusqu'à présent, dans les quelques cas, en général, les personnes avaient bien compris pourquoi on avait fait ça, et donc on n'était plus trop mécontentes après. Voilà. Alors, nos collaborations, évidemment toujours avec la règle du secret professionnel maximal à côté de nous. On travaille avec tout le monde, que ce soit avec les administrateurs, les hôpitaux, avec les urgences, avec les copains, les amis. On essaie toujours ça. Un copain qui ait du sens, qui n'est pas un copain d'il y a 2 jours, évidemment.
et les aides familiales quand il y en a, etc. Donc on peut aller vraiment avec tout le monde. Et donc, concrètement, je vais dire, des fois les personnes qui arrivent dans le service, elles ont déjà plein d'antécédents, donc à ce moment-là, le travail, ça va être simplement d'essayer de réaccrocher cette personne-là à leurs antécédents antérieurs, donc à leur mise à traitement, leur psychiatre, etc. Par contre, des fois, il y a des personnes qui n'ont aucun réseau derrière eux, qui n'ont aucun antécédent, qui c'est une première décompensation, peut-être quelque chose comme ça, ou c'est peut-être la première fois qu'ils parlent de leur problématique. À ce moment-là, on va essayer de créer un réseau et au plus vite possible, de les orienter vers vos services les plus adéquats. Et donc, du coup, voilà, on fait preuve des fois de beaucoup de créativité. Donc, on est en mode veille, en mode de vigile. On veille toujours à la continuité du projet et on veille toujours à ce que la personne, si à un moment donné elle ne souhaite vraiment plus aucune aide de notre part, elle dit non, pour l'instant j'ai envie de rien, foutez-moi la paix, etc. À ce moment-là, on reste quand même nous attentifs à cette personne-là dans nos services. On dit tiens, si elle se redégrade vite, à ce moment-là, nous on évite, on prend vite la balle au rebond. Voilà. Et alors l'élément important aussi, c'est que dans le cadre de ce projet-là aussi, on fait des concertations comme tout le monde, et aussi on a créé des intervisions donc, qui réunit tous les intervenants sociaux de première ligne, enfin sociaux mais même élargis, parce que Julie Braque du CHR vient aussi, avec d'autres personnes de l'hôpital aussi, de façon à se réunir autour de situations. Oui, il y a secret professionnel partagé, ok, ça on y veille. Et alors du coup on a créé une charte aussi pour un peu baliser nos réunions, pour savoir pourquoi est-ce qu'on parle de cette personne-là. Il faut toujours qu'on essaie de pouvoir argumenter, on parle de cette personne-là parce que... Mais au maximum, on dira toujours à la personne, écoutez, on a une réunion prochainement avec tous les autres personnes du réseau, on va parler de votre situation parce que ça nous inquiète de trop, on a besoin de se mettre tous ensemble toute la table. Et donc voilà, on essaie toujours de... Ce genre de réunion-là, en fait, elle nous permet vraiment de répartir les tâches de chacun, savoir qui fait quoi, quand, comment, et d'avoir un peu des stratégies. Il y a des personnes qui vont un petit peu partout, qui demandent de l'aide à tout le monde fait la même chose, et finalement, enfin voilà, donc ça permet un peu de baliser notre travail aussi. Et oui, donc le titre de construction de l'urgence, comme votre collègue dit tout à l'heure, tout le temps de l'urgence, ils ne savent pas où dormir, ils ne savent pas... Voilà, on essaie de faire ce qu'on peut, malheureusement, des fois, voilà. Il n'y a pas toute place nulle part, donc on va essayer de... Ça serait que c'est une difficulté quand même. On n'a pas toujours les pauvres dans l'urgence. C'est un peu difficile en tant qu'être humain, c'est pas toujours agréable. Voilà. Les conditions de réussite. Ce qui est bien, c'est qu'on est nos services, on est le milieu de vie de la personne. On a aussi une très grande confiance de la part de nos directions, donc en tout cas moi et ma collègue, on peut faire un peu ce qu'on veut, que ça soit accompagné, que ça soit une réunion, etc. Nos directions font vraiment confiance. Et donc, on va vraiment s'adapter à l'usager, à ce qui existe déjà, à ce qui est possible. Et comme il n'y a pas de frais non plus, on ne paye pas, il n'y a pas de rendez-vous, etc., c'est super facile. Ça aide beaucoup. Ça permet de passer vraiment d'aller au-delà beaucoup de freins que peut-être vous avez parfois dans votre pratique. Et alors, les fonctions cumulées, oui, je suis psychologue, mais souvent je suis assistante sociale, je suis accompagnatrice, je suis beaucoup de choses, mais le but c'est toujours d'orienter et de faire appel aux éducateurs de rue s'il faut, à l'assistante sociale de l'autre service, etc. Mais des fois, je suis amenée à faire beaucoup de choses qui ne sont pas forcément de l'ordre du psycho, quoi. Et donc voilà, ça tout est possible. En fait. Tant que ça a du sens et que ça permet à la personne d'évoluer. Donc, PPMM, mise en observation, je rappelle. Ça nous arrive quelquefois d'avoir des situations pour lesquelles il faut faire une mise en observation. J'avoue que la plupart du temps, c'est du non-urgent. Donc, on y recourt de plus en plus plutôt que l'urgente. Mais c'est pas toujours très facile à mettre en place dans le sens où non seulement le juge doit voir la personne, et donc des fois quand la personne n'est pas d'accord, on doit faire preuve de beaucoup de créativité pour l'amener à l'audience, ou alors demander au juge de paix de se déplacer. Il faut aussi un certificat médical. Donc c'est pas toujours possible. Quand ma collègue est malade, du coup, elle était malade pendant une longue période, du coup, je travaille beaucoup avec les médecins traitants, du coup on essaie de collaborer au maximum pour essayer d'avoir tout ce qu'il faut pour que la requête soit envoyée.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours la dernière alternative auquel on recourt, et toujours, comme je dis tout à l'heure, en le disant à la personne aussi. Maintenant, il y a des personnes qui sont tellement délirantes, des fois, on leur dit, mais ça leur échappe totalement, mais ça, voilà, c'est pas trop. Donc ça, je l'ai dit. Et alors aussi, on recourt aussi régulièrement, dans certains cas, à l'avis d'inquiétude. Donc quand il n'y a pas de certificat médical, mais par contre on s'inquiète beaucoup pour une personne, à ce moment-là, on peut rédiger un rapport social au magistrat qui lui va faire le nécessaire pour que la personne soit amenée aux urgences ici, où il y aura une évaluation psychiatrique et psychologique. Et alors quand je dis créativité, là, aussi, c'est que, parce qu'on pose la question hier, on reste toujours dans la légalité, évidemment, on va pas trop on bricole, mais ça reste quand même, on a toujours quand même nos balises à côté de nous, je veux dire, bricoler, c'est pas faire n'importe quoi non plus, voilà. Je regarde si j'ai rien oublié de ce qu'elle m'a dit. Si jamais je vous donne son numéro de téléphone et vous poserez des questions, avec elle là. Et alors, oui, ce qu'elle avait mis ici, liberté, assistance à la personne en danger, il y a beaucoup d'enjeux qui se bousculent, et puis il est pas rare d'entendre aussi dans les intervenants, oui, la personne est libre, et on n'a pas à lui opposer quoi que ce soit, mais à l'inverse aussi, il y a des personnes qui sont tellement... la notion de personne en danger est aussi évoquée dans le sens où quand quelqu'un veut apposer des soins, à ce moment-là, on lui dit la notion d'assistance à la personne en danger est évoquée à ce moment-là. Voilà. J'espère que j'ai bien répété ce que je répète. Voilà. Les frais, les difficultés, les questions, c'est toujours la question qu'on se pose tout le temps, quand est-ce qu'on passe le relais. On remarque aussi qu'il y a des personnes qui ont difficile de décrocher de notre service. De moi, du docteur psychique, etc. Donc, on se pose ces questions-là, on essaye de déchaîner aussi encore nos actions. Parce qu'on constate aussi, mais voilà, ça peut nous arriver aussi, des travailleurs qui sont démotivés par rapport au public, qui en ont un peu ras-le-bol, ou bien certains qui ne font pas ce qu'ils ont dit, ça arrive de temps en temps aussi. Donc, du coup, ça met à mal un peu le travail. Et puis, un peu comme tout le monde, le manque de temps et de moyens pour les accompagnements. C'est pas nouveau, mais c'est vrai que je trouve que dans les accompagnements, que ce soit en voiture, à pied, n'importe quoi, je trouve qu'il y a un tas de choses qui se passent à ce moment-là, un tas d'informations qui nous arrivent, que la personne ne nous donne pas quand on est dans un bureau, quand on est autour du café. Voilà. Et donc, une réflexion suivante aussi, c'est, vu le but du projet, est-ce que finalement les grosses structures continuer à s'adapter à notre public? Si nous, finalement, on peut faire un petit peu les petites mains, les petites choses que les autres ne font pas, est-ce que finalement les grosses structures vont s'adapter à notre public finalement? Ou continuer en tout cas à vouloir s'adapter au public? Ça, c'est un peu une question qu'on se pose. Mais voilà, je pense encore que c'est positif. Je pense que tout le monde, nos réunions font que vraiment tout le monde essaie d'évoluer, de travailler ensemble, etc. Ça, je pense. Et puis, je vais dans le sens de Julie Braque, on est pour la fonction de case management. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette fonction. Ça, je pense que Julie pourra mieux l'expliquer, mais c'est vrai qu'on est vraiment pour ce genre de fonction dans notre réseau social de première ligne. C'est indispensable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas psychiatriser ou ni psychologiser notre réseau, mais je veux dire que c'est nécessaire d'avoir quand même des personnes clés comme ça dans notre réseau de façon à pouvoir faire avancer les gens vers les structures hospitalières ou les services santé mentale et toutes ces choses comme ça. Voilà, j'espère que vous ne pas endormi. C'est une petite note d'humour. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment qu'on essaie vraiment d'être très souple, qu'on essaie vraiment de travailler avec les désirs de la personne. On prend le temps et on essaie toujours d'essayer quand même un minimum de rester dans notre cadre. Bon, on a tous un cadre de travail, nous on se permet de temps en temps un petit peu de le dépasser, mais on est toujours en réflexion. Est-ce que ça a du sens de faire ceci, cela? Est-ce que, voilà, tout le temps. Donc, effectivement, on peut être beaucoup plus souple, mais voilà, c'est ce qu'on a cette année. Voilà.